Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, votre émission. On va s'intéresser au sujet de la guerre commerciale qui agite pas mal les marchés financiers. On va essayer aussi de comprendre comment éviter de s'appauvrir en plaçant son épargne de façon la plus attractive possible et la moins risquée quand même. Après les fonds euros, quels placements peuvent vous séduire? Et puis Pictet Water, un fonds thématique, une société de gestion bien connue, qui va nous expliquer pourquoi il peut être judicieux d'investir dans le secteur de l'eau et surtout comment faire. Allez, Parlons Placement, c'est tout de suite. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, guerre commerciale saison 2. Avant une saison 2, il y a une saison 1. Et comme dans les bonnes séries américaines, il faut nous rappeler ce qui s'est passé pour la saison 1. Eh oui, mais moi qui ne suis pas fan des séries télé, je suis servi avec Trump, puisqu'en général on prend pour 8 ans. Alors dans la saison 1, effectivement, Trump a commencé en février 2018, il y a un peu plus d'un an, en balançant ses premiers tweets où il menaçait effectivement d'augmenter les taxes des importations chinoises. Les négociations n'ont pas abouti pendant toute l'année de 2018 et ça a été assez catastrophique sur les marchés financiers puisque en fin d'année, les marchés financiers ont beaucoup chuté. Il y a une grosse tempête au 4e trimestre et particulièrement en décembre. Et ça a fini par changer un petit peu le climat parce que Trump, qui est très sensible au niveau des actions aux États-Unis, à Wall Street, il regarde beaucoup ça, en décembre, avant le bascule en 2019, il a commencé à envoyer des tweets de nature très différente en disant qu'il allait recommencer une négociation, entamer de nouvelles négociations avec la Chine. Et il y croyait beaucoup. Ce qui a calmé le jeu. Ça a calmé le jeu pendant un peu plus de 3 mois. Donc le marché y a beaucoup cru. Trump nous a beaucoup aidé en fait avec tous les tweets qu'il a envoyés pendant 3 mois. Jusqu'au 5 mai, où il a envoyé une tweet, il a pris tout le monde à contre-pied. C'est la fameuse stratégie du fou. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Et donc, il a dit qu'il menaçait de nouveau en fait, d'augmenter les taxes, celles qui étaient à 10% de les passer à 25%. Et les 300 milliards d'importations chinoises qui n'étaient pas encore taxées passeraient, elles aussi, à 25%. Et donc, c'est ça le début de cette saison 2, avec un nouveau personnage aussi qui fait son entrée. Bien sûr que dans toute saison, il faut qu'il y ait quand même des nouveautés. Là, le nouvel acteur, c'est Huawei, donc le géant des télécoms chinois, qui pèse 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui vend 200 millions de téléphones par an. C'est quand même un mastodonte. Huawei, effectivement, sous les feux de la rampe parce qu'ils sont accusés d'espionnage par l'administration américaine. Alors, Wall Street danse un peu d'un pied sur l'autre, c'est pas trop comment le prendre, est-ce que c'est du Trump ou pas, mais ça a tendance à s'envenimer, les Chinois rétorquent, la tension monte, on est dans une guerre froide technologique. Oui, effectivement, ça a un petit peu changé de nature parce que là, il ne s'agit pas simplement de vouloir rééquilibrer les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, qui sont le déficit est colossal. Et d'après Trump, il l'avait répété dans sa campagne. De ce point de vue-là, les Chinois volent des milliers, des millions d'emplois aux États-Unis. Maintenant, il s'agit aussi de préserver en fait la souveraineté américaine sur le plan technologique. Et vous savez que Huawei est le leader en matière de nouvelles technologies dans la 5G, et qui est vraiment la technologie de demain qu'il faut absolument maîtriser. Et qu'il n'y a pas d'équipementier américain. Après, il y a Nokia et Ericsson, mais donc voilà, il y a 3 gros équipementiers de 5G. Qui est-ce qui a le plus la pression, la Chine ou les États-Unis? Alors aujourd'hui, c'est clairement la Chine. Trump, il est dans une situation de force, il est dans une position de force. L'économie américaine va plutôt bien. La croissance qu'ils ont publiée au premier trimestre était bonne, 3,5% de croissance en rythme annualisé. On s'attend à ce qu'elle soit proche de 3% sur l'ensemble de l'année. Le chômage est au plus bas depuis 50 ans. Et pourtant, il joue gros, justement. Et pourtant, il joue gros, effectivement, parce qu'il a beaucoup promis, en fait, sur cette affaire. Depuis 2 ans, il n'a pas caché son jeu. Depuis la primaire, il dit que le problème des États-Unis, c'est la Chine. C'est pas la Russie, c'est la Chine. Et donc, il a mené cette bataille comme il l'avait dit.
Et là, il va falloir effectivement qu'il montre que grâce à sa bataille, grâce à sa guerre commerciale, il a réussi à ramener des millions d'emplois. Sans que ça mette l'économie américaine en danger, que les prix à la consommation remontent, que l'inflation revienne, que les taux repartent à la hausse, ce qui gripperait cette belle histoire économique. Oui, effectivement. C'est ça qui est un petit peu dangereux. Alors pour l'instant, on ne le voit pas dans les chiffres économiques américains. Ça vient de commencer. Ça pourrait finir par arriver, que les taxes aient un impact sur les prix à l'importation, que ça fasse remonter l'inflation et que ça grippe complètement la machine. Mais malgré tout, vous dites que c'est la Chine qui a le plus à perdre. Oui, parce que c'est quand même la Chine qui exporte des centaines de milliards vers les États-Unis. Si ces exportations s'arrêtaient du jour au lendemain, ça aurait un impact quand même important sur l'économie chinoise. Comment est-ce que vous voyez évoluer ce bras de fer ? Alors, je pense que Trump exploite au maximum sa situation qui lui est plutôt favorable. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'en termes de popularité, elle est assez bonne, hein, la popularité de Trump. Il est entre 40 et 45% de code de popularité, ce qui est quand même assez bon lorsqu'on est au président milieu en exercice, de mandat. Donc il va essayer d'exploiter ça encore quelques temps, quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais il a quand même une élection qui va arriver, c'est l'année prochaine, c'est en novembre 2020, mais ça se prépare. Et il ne peut pas se permettre que l'économie américaine entre en récession quelques mois avant, parce que ce sera trop tard pour la relancer. Il va falloir qu'au plus tard, je pense, à l'automne, il ait trouvé un deal et on sur le ce sait, c'est dossier-là. un deal maker. En un Tout à mot, fait. les conséquences sur les marchés financiers, quelles sont-elles ? Quel scénario vous envisagez ? Alors, les conséquences, c'est que Trump fait tout pour brouiller les pistes. C'est sa stratégie de négociation. Et effectivement, même sur les marchés financiers, on a du mal à lire complètement la stratégie de Trump. Et c'est en tant que stratège qu'il fait ça, pour mieux négocier, pour obtenir des meilleurs résultats. Tant qu'il sera en négociation, les marchés financiers resteront tendus, volatiles. Mais je pense qu'à l'issue, si effectivement il trouve un deal, que ce soit le 28 juin lors du G20 ou d'ici cet automne, les marchés financiers devraient repartir à la hausse parce que ça devrait restaurer la confiance sur les marchés. Et il n'y a pas de raison parce que l'économie mondiale est plutôt en phase de repartir. Bon, écoutez, on va suivre cette saison avec intérêt. Merci Benjamin de nous avoir planté le décor. À bientôt. À bientôt. Toujours Benjamin, désolé. Vincent Kutkovitz est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, on va revenir sur quelque chose de peut-être pas très original. On en a parlé de façon impressionniste, enfin même à plusieurs reprises, mais qui est néanmoins très important et qui est au cœur de l'épargne des Français actuellement. Ouais. Les fonds euros ne rapportent plus rien. Non, ils ne rapportent plus rien. Faites-nous la démonstration. Quelle est l'équation ? L'équation, c'est qu'en fait, les fonds euros, je mets de côté les fonds un peu particuliers qu'on propose, par exemple, chez nous, avec une partie immobilière, les fonds euros classiques que 80% des Français détiennent, qui sont notamment distribués par les grands groupes bancaires, ont une performance de 1,3% en 2018. Lorsqu'on déduit l'inflation de 1,8, 1,6, 1,8% sur 2018 et qu'on enlève les prélèvements sociaux, on est en négatif de 0,5%. Ça, c'est sur les fonds euros distribués par les grands réseaux bancaires déjà. Donc on perd de l'argent quand on est investi en fonds euros. Voilà. Et donc en fait, finalement, l'idée de se dire que c'est un capital garanti, c'est un peu battu en brèche. Alors c'est un capital garanti grignoté d'année en année. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, avec le retour de l'inflation, c'est vrai que le contexte est particulier. On a un retour d'inflation, mais en même temps, on a des taux qui restent très bas. En termes réels, donc on s'appauvrit. Exactement, aujourd'hui on s'appauvrit. Et je dirais même, je pense qu'il faut qu'on fasse un mea culpa, parce que même des sociétés comme Bien Propre à faire, parfois nous distribuons aux gens qui le demandent des fonds euros garantis qui offrent très peu de rendement aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'est pas la bonne solution aujourd'hui. Il faut que les gens en prennent conscience. Enfin, il se passe pour les particuliers, ce qui se passe aussi pour les États. Finalement, il y a des investisseurs qui viennent emprunter d'emprunts allemands ou français à taux négatif. Pour protéger d'une certaine manière. Parce qu'ils imaginent un scénario peut-être plus difficile. Bien sûr. Mais sauf qu'en fait, il existe quand même des solutions qui permettent d'une certaine manière de protéger quand même son épargne. Les fameuses SCPI. Ouais. Alors là, on sera plutôt en fait sur les SCI. En fait, ce qu'on a observé, c'est que depuis quelques temps, il y a une nouvelle famille de produits qui arrive sur le marché, qui sont de la pierre papier. Donc la pierre papier, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un marché solide, c'est un secteur solide aujourd'hui, notamment sur les bureaux où l'activité se porte très bien.
Aujourd'hui, il y a donc des produits de pierre-papier qui sont des fonds de fonds immobiliers d'une certaine manière, qui sont des SCI, des sociétés civiles d'investissement. Oui, alors ma langue a fourché, enfin, j'ai fait un lapsus, SCPI, SCI, on rappelle peut-être La différence, ouais, les SCI, c'est plutôt des fonds assez souples qui vont pouvoir aller picorer et acheter des SCPI, investir dans des foncières cotées, investir dans de l'immobilier en direct. Ouais, Donc en fait, multi-actifs immobiliers. Alors que la SCPI, c'est que du loyer, que des murs. C'est que des murs, c'est moins souple. Les frais d'entrée sont beaucoup plus importants. C'est pas un produit qu'on peut acquérir pour 2-3 ans. Voilà, donc ça, c'est quand même, en fait, la logique des SCI aujourd'hui, c'est que c'est vraiment, on fait son marché. Le gestionnaire de la SCI va aller choisir les meilleurs supports d'immobilier de type SCPI, OPCI, foncière et immobilier en direct. Mais bon, vous connaissez la question qui suit, c'est finalement je prends plus de risques, j'ai plus de rendement certes, mais il y a un risque qui est lié, pour l'instant le marché immobilier se porte bien, mais tout il y a à fait. Donc malgré tout un risque. Le risque, effectivement, il est celui que si le marché de l'immobilier, donc si l'économie se porte moins bien de façon brutale, effectivement, les entreprises locataires vont peut-être connaître des difficultés et les SCPI qui sont en amont, les foncières vont peut-être avoir des difficultés à faire rentrer les loyers. C'est bien entendu, effectivement, le risque, mais s'il y a un risque économique de ce niveau-là, l'ensemble de l'économie sera affectée, et je ne suis pas sûr que sur les fonds euros, on sera dans une meilleure situation d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, on peut vraiment mettre en face, même si on n'a absolument pas, on ne peut pas penser que c'est une alternative directe, ce type de produit de SCI sont une solution qui répondent, je pense, à l'essentiel des attentes des épargnants qui veulent rechercher de la sécurité, de la disponibilité pour leurs fonds, une forme de liquidité. Donc ça répond parfaitement à cet enjeu-là aujourd'hui. Rapidement, 3 exemples. Hein, vous nous avez apporté 3 exemples de SCI qui pourraient être intéressants. Tout à fait. On a une SCI qui est la plus importante, qui a déjà une capitalisation de 3,8 milliards, qui est la SCI Capimo, l'unité de compte Capimo proposée par Primonial. Qui a réalisé une performance en 2018 de 4,20. Si on déduit les frais de gestion du contrat d'assurance vie, puisque ça ne se trouve qu'en assurance vie, ça fait 3,20. D'accord. On a une autre SCI qui est la SCI Unissimo, qui est plus difficile d'accès parce que elle est tout au long de l'année ouverte, fermée de temps en temps. Elle ouvre, elle referme en fonction des disponibilités. Et elle a une capitalisation de 500 millions. Tout ça, la capitalisation, c'est important. C'est pour démontrer en fait que ce sont des produits qui ont une certaine robustesse. Voilà, c'est ça qu'il faut noter. De feu, oui. Et puis, depuis quelques mois, on voit apparaître, on en a parlé déjà dans cette émission, une SCI qui, elle, a vocation à investir sur une thématique qui sont les biens en nue propriété à travers des viagers. Oui, on avait reçu sa gérante. Hein, je vous invite à regarder l'épisode précédent sur YouTube. Tout à fait. Donc un tableau peut-être pour résumer finalement cette philosophie, on va le découvrir ensemble, qui compare donc les stratégies fonds euros et SCI. Exact. Donc en fait, les fonds euros rappellent le fait qu'effectivement, on a une garantie en capital, on a l'effet cliqué, toute performance acquise est définitivement acquise, et on a une disponibilité de ces fonds en permanence. Par contre, on a quand même comme inconvénient aujourd'hui le fait que la performance nette réelle est négative, sauf si on va sur des fonds euros immobiliers, mais qui sont en fait difficiles d'accès. On ne peut pas mettre toute son épargne dessus. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même menacé par un risque de blocage en cas de remontée des taux brutale. Si ça, c'est pas le scénario auquel on croit, mais si jamais il y avait une remontée des taux brutales, le gouvernement et l'État a pris une décision en 2016 d'instaurer une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 qui lui permet de bloquer les retraits pendant 6 mois. Éviter que tout le monde ne se précipite par la même porte de sortie. Exactement. Et en face de ça, on a donc en effet les arguments de la SCI. On va revoir le tableau rapidement. Tout à fait. Diversification immobilière, liquidité assurée, performance robuste. Et pas de garantie en capital. Pas de garantie en capital, c'est ça le gros point qui parfois peut faire peur à certains. Mais je dirais quand même, si on regarde un peu le track record, notamment de Capimo, c'est une volatilité inférieure à 1%. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit extrêmement stable. C'est un produit qui finalement qui n'a pas de garantie en capital, mais qui est extrêmement sécurisé dans son comportement depuis plusieurs années, depuis la création en 2007 de mémoire. Donc en fait, c'est un produit qui a démontré être sécure sans avoir une garantie en capital formelle. Donc, à nos épargnants de faire le choix. La démonstration est claire. Merci Vincent Kutkowitz. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Parlons Placement. On va tout de suite s'intéresser au secteur de l'eau, une thématique à suivre.
Alors, on a le plaisir d'accueillir Cédric Lecamp qui nous vient de Genève. Il travaille pour la maison Pictet. Bonjour Cédric. Bonjour. La maison Pictet, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette belle institution, en quelques mots, c'est quoi? C'est une maison qui a plus de 200 ans, qui est séparée entre la gestion privée et la gestion d'actifs dans l'asset management, qui gère 400 milliards d'euros, plus ou moins, avec 165 milliards dans l'asset management. Donc un beau track record. Et depuis une vingtaine d'années, vous avez lancé des fonds dits thématiques, c'est-à-dire que vous prenez des thématiques porteuses, portées par ce qu'on appelle les méga trends, les grandes tendances de fonds qui bouleversent la société. Et l'eau en est une. On peut le comprendre. Et on va le comprendre d'autant mieux avec le tableau que vous nous avez apporté, très intéressant. Je vous invite à le découvrir. J'avoue que j'étais surpris. Quand on boit un verre de jus d'orange, derrière, il y a eu 170 litres d'eau consommée, c'est-à-dire une grosse baignoire. Bon, ce sont des chiffres qui ont été réalisés par des chercheurs anglais. Ça prouve l'enjeu, finalement? Oui, c'est un teaser qu'on utilise pour rappeler au public l'importance de l'eau. Et en fait, on n'a pas vraiment un problème d'eau, on a un problème d'eau potable. Oui, parce que l'eau des orangers, ça comprend tout le cycle, voilà. J'imagine, de l'arbre et de ça. Exactement. Il y a de l'eau de pluie, de l'eau non potable. Et le vrai enjeu, là où on fait de l'argent, finalement, c'est sur l'eau potable. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est là où on mise sur cette thématique, parce qu'on y voit de la croissance. On voit de la croissance tant dans les investissements de la santé, liés à la réduction de la pollution de l'eau, et aussi dans les eaux industrielles. On s'attend à beaucoup de croissance dans les segments de l'eau industrielle. C'est pas de l'eau potable, ça, encore? C'est encore un autre segment de l'eau industrielle? Alors, ça peut être de l'eau potable, ça dépend de la qualité nécessitée par les entreprises. C'est quoi l'eau potable? C'est très peu sur la quantité d'eau disponible sur la Terre, entre l'eau salée... Oui, c'est moins d'1% de l'eau qui est disponible sur Terre. Oui. Donc on comprend qu'il va y avoir une espèce de rareté qui va créer des risques et puis des opportunités. Et c'est ça votre métier. Comment est-ce que vous concevez cet univers de l'eau? Alors ça va de où à où? En fait, on a 3 segments d'investissement. On a les water technology, donc les technologies de l'eau, qui investissent que ce soit la filtration, le transport, les tuyaux, les toilettes plus efficientes en eau. Donc ça, c'est les technologies de l'eau. Oui. On a un deuxième segment qui s'appelle le water supply, qui sont en fait les sociétés qui distribuent de l'eau. Les Veolia, par exemple. Veolia, exactement. Et on a aussi un troisième segment qui est les services environnementaux. Là, on traite des déchets municipaux, des déchets hasardeux. Et on peut prendre des exemples concrets, peut-être, d'entreprises que vous avez sélectionnées dans le portefeuille? Bien sûr. Donc Danaher, dans les technologies de l'eau, c'est le leader mondial dans l'analyse de la qualité de l'eau et aussi dans le traitement des micropolluants. La santé, donc, comme je l'ai dit, c'est un grand enjeu pour l'eau. La pollution chimique est un enjeu et eux sont leaders dans les systèmes de traitement de la pollution chimique. Donc ça, c'est un exemple. Ce sont des pure players, ils sont spécialisés dans l'eau ou c'est des entreprises qui parfois peuvent avoir un portefeuille plus large? C'est un conglomérat. Donc selon nous, il a 40% de sa valeur liée à cette thématique de l'eau. D'accord. Mais c'est une société qui a un business model et des rendements tout à fait exceptionnels sur les 20 dernières années. Vous dites le nom? Danaher, une société américaine. Un autre exemple? Oui, donc vous connaissez Veolia. Oui, alors ça, Veolia, on connaît. D'accord. On va faire vite. Donc voilà. Mais des exemples plus originaux, parce que c'est ça finalement qui fait la valeur d'un gérant comme vous, c'est que vous avez un regard beaucoup plus vaste que le nôtre. Bien sûr. Donc on a l'exemple de Sabesp. C'est intéressant. C'est aussi donc là, c'est une société dans le water supply au Brésil qui distribue de l'eau. Et la raison pour laquelle on l'a trouvé intéressante dernièrement, c'est parce qu'il y a un changement régulatoire au Brésil avec l'arrivée du nouveau président, donc beaucoup plus favorable à la participation du secteur privé. Bien sûr. Et donc le titre s'envole depuis 6 mois. C'est quoi? C'est un équivalent de Veolia en fait au Brésil? Voilà, avec sur un monopole régulé. Veolia opère plutôt avec des concessions. En Corée aussi, on trouve des pépites? Oui, on a une société coréenne qui s'appelle Kowei, qui en fait de la filtration, l'équipement de filtration à domicile. Et ils ont une force de frappe extraordinaire, 16 000 vendeuses, on les appelle les Kowei Ladies, qui vont à domicile pour vous expliquer les avantages de la filtration de l'eau à domicile. Dans Pictet Water, combien de sociétés au final? Combien vous avez sélectionné de pépites? On a 55 titres dans le portefeuille aujourd'hui. D'accord. Et puis c'est donc un portefeuille assez concentré. Et puis en termes de la dynamique de la répartition du portefeuille, 55% dans les technologies et le reste, 45% dans les parties plus défensives,
dont je vous ai parlé, donc les water supply. Les utilities, c'est un environnements. mix de utilities et de tech. Voilà. D'accord. Un mot sur les performances du fonds? Les performances sont excellentes depuis le lancement du fonds. Donc, le produit rend 8,5% depuis le lancement. En moyenne annualisée? 3,5% en D'accord. moyenne annualisée, exactement. Et puis, dernièrement aussi, sur les 12 derniers mois, le fonds surperforme ses indices de référence. Et puis, malgré ça, c'est quand même un produit à vocation plutôt défensif. On s'attend à ce qu'il surperforme les marchés tout au long d'un cycle. Qu'est-ce qui vous rend confiant dans cette perspective de croissance sur ce marché et puis sur les performances financières des entreprises? Il me semble que finalement les besoins d'eau sont tellement différents, vastes et en croissance que voilà, oui, on est très confiant tant sur notre approche à long terme, les demandes ce qu'on constate sur le marché, et puis après aussi en tant qu'investisseur, on est des investisseurs engagés auprès de nos sociétés, des partenaires stratégiques, et donc on essaye aussi d'extraire de la valeur grâce à ça. On peut qualifier ce fonds d'un fonds ISR et il rentre dans cette catégorie? Oui, je pense. On n'a pas le label de façon officielle, mais Mais on fait du bien à l'environnement quelque part? on pense que oui. Ouais. Je pense que le traitement des déchets, ça protège les nappes phréatiques, ça protège l'environnement. Le traitement de l'eau et la réduction de la pollution aussi, c'est bon pour l'environnement et pour la santé humaine. Donc, Bon, c'est un autre moyen de faire de l'ISR, mais avec de la performance conséquente, comme vous nous l'avez rappelé. Merci beaucoup, Cédric Lecamp, de nous avoir rendu visite depuis la Suisse. Et puis on espère vous retrouver bientôt pour nous raconter l'évolution de ce portefeuille. merci beaucoup pour À votre bientôt. intérêt. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Parlons Placement.